Madère, le bois en portugais, est un archipel constitué de 4 îles. La principale, composée de pics volcaniques, a surgi des profondeurs de l'océan il y a plusieurs millions d'années. Mentionné sur des cartes florentines du XIVe siècle et d'anciens documents géographiques arabes, l'archipel de Madère est probablement connu depuis l'Antiquité. Mais son histoire ne commence vraiment qu'en 1419, l'année où des navigateurs portugais en prennent officiellement possession. Parce qu'elle est située loin au large des côtes africaines, l'île de Madère n'a été colonisée par l'homme qu'au XVe siècle. Alors évidemment, il a transformé cette île depuis. Et l'élément clé de cette transformation, c'est un réseau de canaux d'irrigation qu'on appelle ici les levadas. Et aujourd'hui encore, ces levadas jouent un rôle prépondérant dans l'évolution des paysages de Madère. L'île de Madère a servi de laboratoire agricole pour les colonies du royaume. Les Portugais ont d'abord cultivé la canne à sucre sur l'île avant de l'implanter au Brésil et plus tard en Afrique. En 1419, les premiers colons ont débarqué au sud de Madère dans la baie de Camara de Lobos, à quelques kilomètres de Funchal, l'actuelle capitale. C'est là que commence notre voyage. Paolo Rodrigues est professeur d'histoire à l'Université de Madère. Paolo, environ 300 000 personnes vivent aujourd'hui à Madère et ça ressemblait à quoi à l'époque? L'histoire dit que quand les Portugais sont arrivés, ils ont trouvé une forêt très dense. Le nom de l'île de Madère vient de là. Il y avait une très forte densité d'arbres. La légende dit qu'on a brûlé l'île pendant 7 ans pour raser la forêt et fertiliser les sols. On a cultivé de la canne à sucre et ce qu'on voit ici, ce sont des bananiers, une culture qui date du 19e siècle. Et la colonisation de l'île, elle se fait comment? Quand les Portugais sont arrivés, rapidement, ils se sont aperçus que la côte sud était beaucoup plus facile à coloniser. Regarde, on peut le vérifier. Ces baies du sud sont faciles d'accès, comme tu peux le voir. On est à Camara de Lobos. Toute la colonisation s'est faite sur la face sud, car il existe une cordillère centrale qui divise l'île en deux. Le sud était beaucoup plus plat et facile à coloniser, alors que le nord est plus accidenté, plus difficile d'accès et aussi plus froid. La côte sud dispose d'un climat plus agréable, avec des températures plus clémentes pour les cultures, et son accès est plus facile. Les pionniers continuent leur colonisation vers le nord, franchissant la cordillère centrale. Mais ils ne s'installent pas au-delà de 500 mètres d'altitude, où il est impossible de cultiver les terres. Maintenant, on arrive dans un des lieux les plus extraordinaires de l'île de Madère. Cela va me permettre de te montrer la relation qui s'est nouée entre l'homme et la nature. Là, on arrive dans la vallée des Sœurs. On est à quelle altitude, là? On est à environ 1000 mètres, 1030 mètres. Curral des Freires, ça veut dire quoi, ça? Nous savons qu'au XVe siècle, une congrégation de sœurs du Funchal, du couvent Santa Clara, possédait des terres cultivables dans cette zone. C'était des terres fertiles. Nous savons aussi qu'au XVIe siècle, avec l'invasion des croisés français, les sœurs de Funchal ont fui dans cette zone. Comme tu peux le voir, c'est une zone sûre et productive. C'était bien pour ceux qui voulaient fuir Funchal. Ils pouvaient venir ici. Ça a l'air d'être un endroit quand même un petit peu difficile à occuper avec ce relief. C'est un terrain qui montre la difficulté de la relation du Madérien avec la nature.
Une difficulté qu'il a dû surmonter pour pouvoir cultiver. Mais dans le fond, on a un résumé de tout ce qui se passe sur l'île. La lutte et l'interrelation de l'homme avec ce paysage magnifique. Même si la terre est riche, même s'il y a un microclimat ici, pour cultiver, j'imagine qu'il faut irriguer. Oui, c'est une des questions essentielles de l'histoire de Madère. Comment acheminer l'eau qui vient de différents points jusqu'aux zones cultivées. Même encore aujourd'hui, les levadas sont indispensables pour transporter l'eau dans les endroits cultivés. Sans ça, il est impossible de comprendre l'histoire de Madère. Ces levadas sont omniprésentes dans le paysage de Madère. Des milliers de kilomètres de ces petits canaux d'irrigation sillonnent l'île et redistribuent l'eau de pluie abondante sur le versant nord, mais insuffisante dans la partie sud. Ilidio Souza est géographe au sein de l'Association insulaire de géographie. Il va m'expliquer le fonctionnement des levadas et leur raison d'être dans ce paysage. Presque toutes les levadas commencent comme ici à côté d'une rivière. Celle-ci a un cours normal qui passe par là jusqu'à la mer. Le long de la rivière, on a construit des barrages comme celui-ci. Il sert à dévier l'eau pour alimenter les levadas qui vont jusqu'à Funchal. À des altitudes comme celle-ci, en été, quand il fait sec, toute l'eau de la rivière est captée par ici. L'hiver, l'eau plus abondante déborde le muret et regagne son cours normal. Il retourne sur son lit naturel. Et cette eau, elle va aller jusqu'où? Cette levada va jusqu'à Funchal, mais elle va alimenter 3 communes en longeant les flancs de la montagne. Elle passe pas à travers, elle fait le tour. Elle fait un parcours le long de la montagne. Elle l'accompagne jusqu'à Funchal comme ça. Ilidio, il y a combien de kilomètres de levadas sur l'ensemble de l'île de Madère? Il y a environ 1400 km de levadas 1400 à Madère, sur toute l'île. C'est un travail absolument énorme. Qui c'est qui a fait ça? C'est un travail de titan qui a été réalisé au début par les premiers colons et des esclaves. On était alors au XVe siècle. On appelait ces travailleurs de force les rocheros car ils étaient attachés à des cordes. Ici, dans cette levada, il n'y a pas beaucoup d'inclinaison, mais eux travaillaient sur des versants beaucoup plus pentus. Ils étaient en rappel et avec des pioches, ils creusaient un sillon le long de la montagne. Beaucoup sont morts à l'ouvrage durant toutes ces années. Et comme tu peux l'imaginer, c'était un travail qui n'était pas facile. Un travail très dur qui a été réalisé pour développer l'agriculture à Madère. C'est un travail que l'on peut toujours admirer aujourd'hui.
La répartition naturelle de l'eau entre le nord et le sud de l'île se joue ici, au point culminant de Madère. Waouh, c'est lunaire comme paysage. Qu'est-ce qui a déchiqueté la roche comme ça? Ce paysage un peu lunaire, on le doit à l'érosion qu'on appelle différentielle. Les matériaux ont une résistance différente. Celui qui est plus clair et qu'on voit là-bas dans la montagne a une résistance plus grande que les zones plus sombres que l'on voit et qui sont principalement constituées de cendres volcaniques. Et c'est pour cela que ce paysage a un aspect plus lunaire que ceux que l'on peut trouver plus au sud ou plus au nord de l'île. Et là, on est à quelle altitude? On est à 1800 mètres. On est dans la meilleure zone pour observer d'un côté la côte nord et de l'autre côté la côte sud de l'île. Et donc les différences qui existent entre ces deux côtes. Au nord, il y a davantage de précipitations, c'est plus vert. Et au sud, c'est plus sec. C'est dû principalement au vent qui souffle sur la côte nord de Madère. Lorsque les vents sont bloqués par les montagnes, ils sont obligés de s'élever. Plus haut, ils se condensent et se refroidissent. Et de 400 à 1400 mètres, ils forment de longues zones de nuages qui déversent une grande partie des précipitations. C'est pour cela que le nord est le plus arrosé. Ici, l'homme a installé de minuscules terrasses pour développer d'abord des cultures tropicales, comme la mangue ou l'avocat, puis des cultures méditerranéennes, comme la vigne. Filipa Fernandez est docteur en anthropologie à la faculté de Lisbonne. Sa thèse de doctorat, qu'elle vient de passer, portait sur les levadas à Madère. Et l'urbanisation à Madère, Filipa, elle se fait en fonction des levadas? Oui, c'est vrai. Les premières levadas ont été terminées à la fin du XVIe siècle et à partir de cette époque, les localités, surtout rurales, ont été construites autour de ces levadas. Les populations manquaient d'eau et pouvaient ainsi arroser les terrains. Ici, dans la levada de Ponta de Sol, construite au XVIe siècle, on en a un exemple concret. Ça veut dire que quelque part les levadas dictent le paysage ici, non? Oui, complètement. Sans les levadas, le visage de Madère ne serait pas ce qu'il est. Aujourd'hui, les levadas ont redessiné les paysages, spécialement sur la côte sud. Tous les paysages de l'île ont fini par être modifiés autour de ces constructions. Mais comment les gens récupèrent leur eau? Il faut qu'ils viennent au grand levada comme ça pour avoir de l'eau chez eux? L'eau est distribuée par un canal secondaire. Par exemple, ici, c'en est un. L'eau passe par le canal principal, puis ici par le secondaire et arrive plus bas dans la commune. Il y a un ensemble de règles et chaque personne a un jour particulier pour arroser. Et c'est une eau qui est utilisée uniquement pour la culture? Oui, l'eau ne sert qu'à l'agriculture. Là-bas, on a un moulin. Il a été construit au XVIe siècle. C'est ce moulin qui donne son nom à la levada. Il servait à moudre les céréales cultivées ici. L'eau descendait par là-bas, passait par les roues, venait par ici et finissait plus bas dans la commune pour arroser les terrains. Ça a toujours été comme ça. Les habitants, ils ont le droit de venir prélever de l'eau en quantité et quand ils veulent? Non, je ne dis pas j'arrose maintenant. Non, non.
L'eau est répartie du haut vers le bas du village en suivant un certain nombre de règles. Toi, tu as fait des recherches sur ces levadas. Est-ce que tu as vu si ça crée des tensions à l'intérieur du village? Oui. Oui, spécialement en été quand il fait plus sec et qu'il y a moins d'eau. J'ai été témoin d'une situation incroyable en 2004. Un homme a mis une pierre dans la levada pour bloquer l'eau et la détourner sur son terrain. En bas, les gens ne pouvaient plus arroser. Ils ont commencé à sortir les couteaux et à se menacer. C'est un exemple de ce qui arrive ici, dans nos systèmes d'irrigation traditionnels. J'imagine qu'il doit y avoir une police de l'eau, une police des levadas alors. Évidemment, il y a quelqu'un qui gère le système dont il est responsable, le levadaire. Il entretient les levadas et fait respecter les règles imposées ici, dans cette commune, pour cette levada. Si on regarde là-bas le paysage, si on suit une ligne, on voit toujours une levada. Partout sur l'île, on a des levadas qui ont modifié le paysage. Même ici, avec des terrains abandonnés, les levadas modèlent le paysage. Mais aujourd'hui, les levadas, ça ne sert pas qu'à transporter de l'eau, c'est aussi un chemin pour les touristes. Oui, c'est vrai. Depuis le classement en 1990 de la forêt de laurier comme patrimoine mondial de l'UNESCO, les levadas ont une double fonction. La première ici, c'est l'irrigation. La deuxième, c'est un chemin de randonnée utilisé par les touristes pour découvrir la montagne et l'intérieur de l'île jusqu'à la forêt. Parce qu'elles longent les précipices et traversent les forêts de lauriers géants inextricables, les levadas sont synonymes de danger pour les insulaires. Aujourd'hui, la forêt de laurier, l'essence endémique de Madère, ne couvre plus que 10 à 15% de la surface de l'île. Et pour pouvoir y pénétrer, il faut faire comme l'eau et suivre une levada. Miguel de Sequeira est professeur de géographie à l'Université de Madère. Cette forêt de laurier, Miguel, c'est celle qui couvrait l'île de Madère avant que l'homme n'arrive? Plus ou moins. On peut penser que c'était les mêmes espèces. Pas de petite taille comme on peut le voir ici, mais des arbres énormes, avec des diamètres difficiles à imaginer. 2, 3, 5 mètres de diamètre. 6 mètres de diamètre? Il fallait parfois plus de 10 hommes pour les encercler. Les tailles sont historiques et plusieurs forêts étaient impénétrables, composées d'arbres d'une même espèce mais avec des diamètres énormes. C'était une forêt différente. Et ça a été complètement exploité, ratiboisé. Lentement, à force de coupes successives, au bout du compte, cette forêt a disparu. Ce qu'il nous reste, ce sont des espèces qui ont survécu ici et là et qui nous ont permis de récupérer la forêt. Mais l'utilisation de la forêt par l'homme a été intense. D'une part pour l'agriculture qui avait besoin de terrain, et d'autre part pour une raison énergétique, pour du combustible. Em segundo lugar também porque a necessidade energética era preciso madeira para poder queimar, não é? Como energia, como combustível.
Ce fut comme découvrir une mine de bois pour la construction navale et pour les habitations. Il y a des documents qui disent que les maisons de Lisbonne ont pris un étage supplémentaire avec l'arrivée du bois. Ce fut une chose fantastique pour les Portugais d'avoir un bois neuf, un bois dur, qui apportait de nouvelles possibilités pour la construction navale et l'architecture. Et surtout, ça a été indispensable pour nettoyer l'écosystème, permettre l'installation de l'agriculture en terrasse et pour les bergers, pour leurs bêtes. Voilà, ce sont les aspects les plus importants. L'identité paysagère de l'île repose sur une culture en particulier, la vigne. 3 millions de litres de vin sont produits chaque année à Madère, destinés pour l'essentiel à l'exportation aux 4 coins du monde. Paola Cabeço est ingénieure agronome et directrice de l'Institut du vin de Madère. Paola, la vigne, elle est présente sur l'île depuis le début de l'histoire de Madère? Oui, c'est sûr. Le vin de Madère est un vin historique et traditionnel qui est lié indiscutablement aux premiers habitants de l'île. En fait, on ne connaît pas précisément l'origine des premiers cépages sur l'île. Mais les autorités ont donné des instructions pour introduire le cépage Malvasia et les pieds de vigne sont venus de Crète. Ce qu'on sait, c'est que 30 ans après la découverte de l'île, la production et l'exportation du vin était déjà une réalité. Mais qu'est-ce qui fait la particularité du vin de Madère? C'est des techniques viticoles? C'est le sol? C'est quoi? C'est la combinaison de tous ces facteurs. D'un côté, les cèpes de vigne, à l'origine des vins de Madère. Le Cercial, le Verdelho, le Bual, le Malsavia, Tinta Negra se trouvent parfaitement adaptés aux caractéristiques de ce territoire. Des étés chauds et humides, de courts hivers, des sols d'origine volcanique, basaltique, riches en matière organique. Les processus de production du vin de Madère, entre chaleur et oxydation, ont un rôle important. À l'époque, les producteurs ont découvert que lorsqu'on embarquait le vin vers l'Inde et qu'il n'avait pas été vendu, au retour, il avait de meilleures caractéristiques, un meilleur goût. Le mouvement du navire et le passage par la chaleur des tropiques conféraient au vin un vieillissement précoce. Il revenait avec plus de caractère. C'était un vin meilleur en fait. Et aujourd'hui, est-ce que le vin de Madère est une partie de l'identité des habitants et de ce paysage? Sans aucun doute. Avec l'importante histoire culturelle, sociale et économique du vin de Madère, la culture de la vigne donne au paysage un caractère propre, une authenticité qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. On parle ici de très petites parcelles de vignes, retenues par des murs de pierre sur des terrains très inclinés qui ont une identité particulière, une sorte d'escalier entre la mer et la montagne. On parle d'un paysage authentique, vraiment, et d'une image de marque de l'île qui présente un autre intérêt patrimonial, en plus de celui des levadas.